Salut, c'est Hugo. Je suis avec Vincent Scalera de Wishlist qui arrivera tout à l'heure pour une seconde partie. Pendant plusieurs semaines, vous avez pu soumettre via la plateforme Yes We Make vos propositions de solutions sur 4 grandes thématiques qui nous concernent, qui concernent les jeunes, l'éducation, l'emploi, la discrimination et le numérique. Aujourd'hui donc, on poursuit la phase de confrontation avec les candidats ou les représentants de candidats. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un candidat avec nous. Bonjour Jacques Cheminade. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et aux propositions des jeunes via cette plateforme. En tout, c'est près de 10 000 jeunes, 6 000 votes et 300 propositions qu'on a eues sur cette plateforme. Donc c'est intéressant d'avoir une discussion sur ce qui en est ressorti. La première thématique que l'on va aborder, c'est l'éducation et plus précisément comment révolutionner le système éducatif. On a eu environ un tiers des propositions, 40% des votes de la consultation sur ce thème, ce qui montre un peu l'intérêt des jeunes pour cette thématique. À commencer par des propositions concernant la façon d'enseigner. Premier élément, le nombre d'élèves par classe. Noé, 15 ans, qui dit, je cite, « Il faut réduire le nombre d'élèves par classe dans les zones difficiles afin de limiter la distinction sociale. » Marie, 18 ans, qui dit, « Il faut réduire le nombre d'élèves par classe à moins de 20. » Qu'est-ce que vous proposez qui pourrait aller dans ce sens? Alors, rapide examen, la France, une pyramide. Hein. En haut, on forme les 10%, brillants, mais avec déduction, induction, étude de dossier et administrateur, pas très brillants. Et en bas, le reste de la pyramide suit comme elle peut, PISA l'a montré. Alors oui, elles ont raison, 12 élèves maximum, enfin 12 enfants maximum en maternelle, et moins de 20 après. Il faut pouvoir donner toutes les compétences de jugement d'abord, puis lire, écrire, compter, et moi j'ajoute chanter, parce qu'il faut la présence des arts dans tout l'enseignement. Alors, l'autre dimension finalement qui est souvent revenue, c'est favoriser le travail en groupe et mettre fin au fonctionnement classique. Le prof parle, les élèves écoutent et prennent en note et apprennent les connaissances que le prof récite. Par exemple, sur la plateforme, un utilisateur anonyme a posté « Il faut privilégier les débats, la réflexion et le travail en groupe ». Est-ce que vous considérez que les cours magistraux en amphi et ce fonctionnement du prof qui parle, tandis que les élèves prennent en note, c'est un fonctionnement qui est dépassé? Oui, je pense que c'est dépassé. Je pense que les MOOCs sont très intéressants. Il y a quand même 400 000 personnes qui sont sur les MOOCs en France. Il y a 53 MOOCs. Et là, on donne un cours, hein, on donne un cours traditionnel. Puis après, quand on rencontre l'être humain, c'est-à-dire l'enseignant, là on discute sur le cours, on approfondit, on pose des questions qui gênent, et les enseignants n'aiment pas toujours ça parce que les élèves viennent les bousculer. Mais il faut créer ça, et il faut que l'enseignant est toujours présent à l'esprit que l'élève sera meilleur que lui. Effectivement. Et donc, vous pensez effectivement que le travail en groupe peut être une bonne chose, au-delà de la notation, etc. peut Alors être moi, un élément… Je vais même plus loin. Je pense qu'il faudrait rétablir des heures d'études pour que ceux qui sont de milieux défavorisés et ceux qui viennent de milieux plus favorisés soient ensemble, 3-4 fois par semaine, 2 heures, avec l'enseignant présent. C'est pour ça que pour qu'il soit présent, il faut mieux le payer. Et je suis pour augmenter les salaires des enseignants en France de 20%, comme ailleurs en Europe d'ailleurs, pour atteindre le niveau européen. D'accord. Pour essayer justement de permettre que le travail qui est censé être fait à la maison soit fait avec l'aide notamment entre les différents étudiants. Entre les élèves. Parce que la base de la France, à un certain moment, c'était ce qu'on appelait l'enseignement mutuel. Et quand il y avait les classes, plusieurs classes avec des élèves, ben moi, j'en ai bénéficié quand j'étais en France à un certain moment. Et l'instituteur avait dit, ben, on est 3-4 parmi les meilleurs, je vous donne 2 ou 3 heures de cours, pas plus, mais à condition que vous discutiez, vous enseigniez aux autres. Et les autres montraient qu'on n'avait pas tout compris nous-mêmes. Ouais. C'était très bien. Une autre proposition régulièrement revenue et qui a obtenu beaucoup de votes sur cette plateforme auprès des jeunes, elle concerne la place de l'informatique à l'école. On a notamment cette proposition de Benjamin, 20 ans, qui dit « Il faut inclure dans le programme davantage d'informatique, la programmation et le langage binaire ». Est-ce qu'il y a selon vous un besoin d'intégrer davantage l'informatique à l'école et si oui, ça peut passer par quoi? Alors là, je vais peut-être vous choquer. Moi, je suis l'avis de Steve Jobs. Ouais. Je pense pas d'écran avant 10-12 ans. Mais après, oui. Après, quand on a acquis les compétences, quand on a acquis un certain jugement, il faut absolument introduire tout ça à l'école, le langage binaire, pouvoir coder et tout ça. Mais seulement après 10-12 ans, et lié à des expériences concrètes, à des choses qu'il faut faire, pas en l'air, hein, liées à des choses, à des tâches, à des opérations à accomplir dans la réalité. Et là, ça devient passionnant. Quelque chose de concret, du coup, concret, vivant. Pour l'informatique. D'accord. Sur la plateforme, on a aussi reçu énormément de propositions pour créer davantage de liens entre l'école et la vie active, le monde professionnel, le monde du travail. On a un participant anonyme qui dit « Il faut multiplier les liens entre monde dans l'entreprise et école dès le plus jeune âge ». On a aussi Christophe, 34 ans, qui dit « Il faut plus de stages pour les collégiens et pour les lycéens ». Que peut-on faire pour assurer une meilleure transition entre l'école et la vie active pour faire en sorte que les jeunes trouvent leur voie finalement et ne se retrouvent pas au chômage? En effet, il faut plus de stages entre
pour collégiens et lycéens. Et même si c'est faiblement rémunéré, il faut que ce soit rémunéré. Parce qu'il faut c'est symbolique, hein, mais c'est très important. Et aussi, il faut une présence, alors pas de l'entreprise dominatrice à l'école, pas du profit à court terme gagné, mais l'école doit être dans la certaine distance par rapport à ça. Mais en même temps, je pense que les enseignants eux-mêmes devraient faire des stages en entreprise tous les 7 à 10 ans. Pas nécessairement très longs, en quelques mois, mais qu'ils aient un sens et qu'il y ait cette communication en France. Parce qu'on a l'école, l'entreprise, l'université qui ne communiquent pas. Donc si on communique ça, si on réussit à créer cette communication, on fera des miracles. Une autre thématique de notre consultation, et ça fait d'ailleurs une bonne transition, c'était la question de l'emploi. Comment supprimer le chômage des jeunes ou au moins le réduire fortement? Là aussi, forcément, énormément de propositions sur la plateforme concernant cette thématique. D'abord, on a reçu énormément de propositions pour valoriser l'apprentissage. On a Mathieu, d'abord 18 ans, qui dit « Il faut encourager les jeunes à se tourner vers des filières professionnelles ». On a aussi Guillaume, 18 ans, qui se tourne vers les entreprises et leur dit « Il faut plus d'entreprises qui acceptent l'apprentissage ». Ces propositions, elles ont reçu, je l'ai dit, beaucoup de votes. Est-ce que pour vous, l'apprentissage est la meilleure façon pour se former? C'est une façon très importante. Et dans l'enseignement français, elle est tout à fait mise presque de côté, parfois méprisée. Moi, je pense qu'il faut, dès le départ, avoir des jeunes qui ne décrochent pas. Il faut avoir un emploi après, c'est ne pas décrocher avant. Et à ce moment-là, les entreprises ou les tuteurs dans les entreprises peuvent réellement communiquer la formation professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils doivent très souvent rattraper le retard qui avait été pris avant. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose sur l'apprentissage, c'est que, évidemment, même pour ceux qui décrochent, il doit y avoir quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui se passe bien en France, dont on parle peu, c'est la fameuse garantie jeune. Et cette garantie jeune permet à des jeunes qui sont vraiment en dehors de l'univers du travail, jusqu'à 26 ans, d'être pris. Alors, on leur donne 400 et quelques euros, moi je trouve qu'on leur donne 600 euros, et qu'il y ait cette véritable intégration. Et là, souvent, ils retrouvent un emploi. Alors, évidemment, moi j'ai été longuement visiter l'école 42, c'est très intéressant. Il faudrait plus le ramener à des exercices réels, mais ce qui est très intéressant dans l'école 42, c'est qu'entre chaque point du parcours, c'est pas la même logique entre 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4. Il y a une logique qui se transforme, et ça, je trouvais ça formidable. Effectivement. D'autres propositions concernant l'emploi des jeunes concernaient l'incitation à l'emploi et elles étaient là aussi très nombreuses. On va voir si elles sont en accord avec vos idées. On peut citer Alain qui dit notamment qu'il faut créer un SMIC jeune à 800 euros net et sans charge pour l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne solution pour baisser le chômage chez les jeunes? Pas chez toutes les entreprises, mais jusqu'à certaines tailles, oui. C'est-à-dire pour les PME, oui. Jusqu'à 50, et après certaines ETI qui ne vont pas au-delà de 200. Là, oui, on peut créer ça, parce qu'il y a un milieu beaucoup plus familial que dans une grande entreprise. Et là, oui, le savoir peut se communiquer plus facilement. Donc, je suis pour ça, et je suis aussi pour qu'à partir de 18 ans, on donne le RSA à tous les jeunes, un RSA automatique, pas d'aller le chercher aujourd'hui, parce que vous savez, dans le RSA, on a un grand problème. Près de la moitié des gens n'ont pas. Qui ont eu droit, n'en ont pas. N'ont pas, ou ne vont pas le chercher, ou on ne leur donne pas, je ne sais pas. C'est compliqué. Une proposition intéressante qui a recueilli beaucoup de votes, elle concerne le lien entre les générations. C'est un participant anonyme qui a posté sur la plateforme « Il faut qu'une part du temps de travail des expérimentés soit dédiée à la formation des jeunes recrues ». Est-ce que l'État peut imposer que l'entreprise forme ainsi les jeunes recrues et est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Alors, je crois que c'est difficile à imposer, mais les circonstances l'amèneront. Je pense que dans tout l'enseignement, c'est une chose essentielle en France de rechercher l'intuition créatrice, l'esprit créateur et pas absorber des textes. Troisième thématique abordée dans cette consultation sur la plateforme Yes We Make, c'est la discrimination et l'exclusion, avec un focus tout particulier sur les sans logement, comment sortir les SDF de la rue et les réintégrer au mieux dans la société. C'est une thématique que malheureusement on a quand même peu entendue durant cette campagne présidentielle. Pratiquement pas du tout. Ni les SDF, ni les handicapés. Effectivement, c'est des thématiques qui pourtant sont très importantes. On a eu énormément de propositions là aussi des jeunes, notamment des propositions d'aide immédiate de l'État pour les SDF. Par exemple, Jérôme, 28 ans, qui dit il faut que l'État réquisitionne les logements vides pour loger les SDF. Ceux-ci accompliront un travail en contrepartie. Qu'en pensez-vous? Est-ce que de telles réquisitions sont possibles et pourraient être mises en place si vous êtes élu président? Elles seraient possibles, mais ça serait, disons, assez délicat. Et il faut bien voir là où on peut le faire. Mais ce qu'il faut pour les gens qui ont perdu le sens, je dirais, d'une existence qu'on mène tous par ailleurs,
il y en a 140 000 en France, il faut les logements temporaires où on les respecte, et puis les logements définitifs. Alors les réquisitions peuvent s'intégrer dans ça, effectivement. D'accord. Mais il faut les deux. Ouais. Parce qu'il faut que dans le temporaire, ils aient quelqu'un aussi qui les aide à s'accoutumer. C'est très difficile. Là-dessus, on a aussi eu beaucoup de propositions visant à favoriser la réinsertion par l'emploi, avec par exemple Marion, 29 ans, qui dit « Il faut des centres pour SDF avec des aides pour les aider à rédiger leur CV et proposer des formations ». Est-ce que ce sont des dispositifs qui existent aujourd'hui et dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait les accentuer si jamais vous êtes élu président? Moi, j'avais pensé qu'il faudrait des maisons du citoyen un peu partout, et que cette fonction d'aider les SDF à se réintégrer dans la société avec des gens qui peuvent les aider pour constituer les dossiers. Quand on est français, c'est déjà embêtant de constituer un dossier, mais quand on est un SDF, on est perdu. Donc il faut redonner ce sens-là de comment ils peuvent faire et comment ils peuvent regagner l'estime de soi. Et l'estime de soi en faisant des choses pour lesquelles ils doivent être aidés, mais ça va être la responsabilité de les faire. Donc dans ces maisons de citoyens, je voyais ça, comme beaucoup d'autres choses, où on regroupe un certain nombre de services publics, y compris dans certains quartiers pour les gens qui ont eu des origines africaines, par exemple, qui est un traducteur qui les aide et qui les intègre aussi et qui les aide à faire des dossiers. Donc c'est plus général pour les SDF. C'est pour tous les gens qui ont besoin d'un accès et qui sont un accompagnement et qui en sont privés parce qu'on est dans un système très souvent bien fait, mais absolument administratif. Oui. Une certaine chose sur encore. Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut anticiper. Il faut voir quand est-ce que quelqu'un risque de devenir SDF. Alors là, il faut la prévention finalement. La prévention, qui est très importante pour la santé aussi. Bien sûr. Alors, pour terminer cet entretien et la confrontation aux propositions des jeunes, une dernière thématique qui concerne aussi là aussi beaucoup les jeunes, je vais y arriver, mais pour autant très peu présente dans les programmes politiques. Il s'agit du numérique et plus précisément du cyberharcèlement dont peuvent être victimes certains jeunes et qui peut prendre plusieurs formes. D'abord, on a reçu énormément de propositions sur la sensibilisation, sur la prévention justement. Et au-delà de ça, sur la façon de sensibiliser. Ce qui ressort quasi systématiquement, c'est qu'il y a un besoin de sensibilisation parce que les jeunes ne sont pas nécessairement conscients soit du harcèlement qu'ils provoquent, soit du harcèlement qu'ils subissent. Que peut faire l'État en matière de prévention pour contrer le cyberharcèlement? Est-ce que ça peut être par exemple le rôle de l'éducation nationale? Très souvent, les parents ne savent pas ce qui se passe avec leurs enfants, surtout dans les milieux défavorisés. Donc, moi, je pense qu'il faut intégrer les parents dans ce que fait l'école, mais pas pour leur donner une voix qui permette de dire qu'il faut faire ci plutôt que ça, non, mais simplement pour qu'ils sachent, qu'ils suivent, et qu'ils soient intégrés, qu'ils soient conscients. Ça, c'est une première chose, que les parents soient conscients. Tout souvent, ils ne le sont pas. Ensuite, il y a tout le travail que la police fait bien, l'infiltration, mais il n'y a pas assez d'agents qui le fassent pour essayer de repérer là où peuvent se passer des choses dangereuses pour les enfants. Et puis, il y a tout le travail que j'ai vu, par exemple, le site internet Wanted Pedo, qui fait des choses aussi. Et là, c'est une façon de sensibiliser les enfants à ce qui se passe. Alors, ce sera la dernière question de cette séquence. Merci beaucoup, Jacques Cheminade, d'avoir répondu aux propositions des jeunes. J'accueille tout de suite Vincent Scalera de Wushies, un autre youtubeur qui va pouvoir prendre la parole sur une thématique qui lui tient à cœur, qu'on a pu aborder assez rapidement, mais qui lui semble important, qui lui semble intéressant. On va parler d'éducation. Hop, faire de la place pour tous les deux. Sur l'éducation, il y a quelque chose qui te tenait à cœur, dont tu voulais aborder. Je te laisse la parole. Alors, bonjour. Bonjour. C'était surtout sur une des questions qui est ressortie vis-à-vis des internautes, c'était le système de notes à l'école qui engendre un système de compétition et de démotivation dès le plus jeune âge en fait, de certains élèves qui auront du mal plus tard aussi à s'intégrer sur une évolution professionnelle par rapport à un découragement à cause, en gros, de ce système de notes. Et j'aurais voulu avoir votre point de vue sur la possibilité ou non de changer ce système de l'éducation nationale. Je crois que les notes cristallisent quelque chose qui est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'on est dans une société de concurrence, de compétition, et même l'Europe, la concurrence libre et non faussée, qui n'est pas du tout libre et qui est en fait faussée. Donc on est dans ce système de compétition et presque de harcèlement dans cette compétition, et qui est les concours pour les grandes écoles en fait partie. Donc je pense que la chose qui évolue de plus en plus dans ce sens, c'est un jugement qui est constant, quotidien, sur dossier, et beaucoup plus sur un examen, une note. Donc, évidemment, est-ce qu'on peut abolir toutes les notes? Alors, je ne pense pas, mais je pense qu'un système beaucoup plus simple, où il n'y a pas les 3/4 de points, les 4/5 de points, et des gens qui passent le baccalauréat avec 20,46 de notes, ça c'est ridicule. Et il faut un système beaucoup plus simple, et qu'on pense que ceux qui n'ont pas une bonne appréciation, si on fait A, B, C, D, E, sont immédiatement des gens dont il faut s'occuper. Et moi,
à l'école, il faut créer du collectif et pas du tout du classement. Et moi, je suis pour une seule système de notation en réalité. C'est un système électoral qu'on devrait envisager pour les politiques, où on note chaque candidat. Non, c'est intéressant. Si on prend les 11 candidats à la présidentielle, les gens les noteraient de 1 à 20. Ben, on serait très surpris parce que de toute façon, on arriverait à un total très différent de la confrontation entre un et un autre candidat. bien sûr. Donc la note, c'est pas pour classer. Ça devrait être quelque chose qui est pour détecter ceux qui ne suivent pas et les aider. Je rebondis sur ça. Est-ce qu'on pourrait voir, c'est une idée que moi personnellement j'ai, au lieu d'avoir un bac avec un 10 de moyenne ou n'importe quel IUT ou n'importe quel diplôme d'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas, surtout pour le bac en fait, je pense, c'est d'avoir une sorte de projet à mener à bien pour pousser les gens à être acteurs en fait de leur vie et d'un métier ou d'un exercice qui ferait que la finalité est, oui, tu as un diplôme parce que tu as mené un projet à bien, collectif ou individuel, peu importe, plutôt que de dire on te donne des connaissances dans des cours magistraux où tu as juste à te taire et à écouter et non à faire. Et investir un peu plus dans le monde du travail. La différence, excusez-moi de poser la question de cette façon un peu directe, entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a un projet et que son projet lui donne des responsabilités. Si vous créez cette éthique de la responsabilité dans l'enseignement, ça change tout. Et le projet est ce qui porte cette éthique. Maintenant, à côté du projet, il faut des connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure du développement de ce projet. Dans l'enseignement français, et là, je vais faire une critique qui me paraît de fond, il est beaucoup trop centré sur les mathématiques pour réussir. C'est ce que j'ai pu dire à Benoît Hamon, c'est qu'en gros, on est sur des mathématiques, on est bon en maths ou on est bon dans ce système-là. C'est-à-dire qu'on est bon, on peut réussir sa vie, on peut faire de grandes études. Quelqu'un qui va être bon dans l'artistique, par exemple, sera totalement mis de côté dans l'éducation en fait. Alors qu'il faut, pour moi, que les arts soient à l'école. Mais totalement. Il y a un pays où c'est le Japon, c'est à l'école. Alors il faut tout, hein. Il faut la musique, la chorale, j'en ai beaucoup parlé parce que c'est là où on peut créer le plus du collectif. Ben, je crois qu'un enseignant devrait aimer ce qu'il crée chez les jeunes, les enfants qui sont avec lui. Totalement. Mais il faut qu'il soit aidé aussi par le système politique à pouvoir faire ça. Oui. Et parce que souvent les enseignants qui dérogent au système, bah, ils sont tapés sur les doigts ou même virés. Moi, par un mammouth laineux qui tombe une partie de sa laine. C'est ça. Ce sera un bon moment de la fin. Merci beaucoup, Jacques Cheminade, d'avoir répondu à la fois aux propositions des jeunes. D'ailleurs, je remercie une nouvelle fois l'ensemble des jeunes qui ont participé à la consultation et qui ont soumis ces propositions via la plateforme Yes We Make. Merci à vous, Jacques Cheminade. Merci à Vincent pour cette discussion. C'était super intéressant. Merci à tous et nous on se dit à très vite. Merci.